l'œil où il était, il nous Il y a de quoi qui pue ici? Ce sac-là ici. Frère Ferdinand, c'est un pied. Voyons. Seigneur, prenez pitié. C'est un enfant. C'est un cadavre. Ce procès-là ne devrait jamais avoir lieu, Maître Bertrand, puis vous le savez aussi bien que moi. C'est votre point de vue. Vous avez reçu une lettre de l'assassin où il avoue son crime. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ça change rien. Comment ça change rien? Cette lettre-là innocente Nogaret. En ce qui me concerne, il y a suffisamment de preuves, Maître Gendron. Des preuves, vous n'en avez aucune. Il n'y a strictement rien qui prouve la culpabilité de Nogaret. Votre pauvre petite fille, c'est écœurant. Moi, je l'ai vu, Nogaret, dans la cave. Moi, le dire au juge, moi. Ayez pas peur. Je l'ai vu, moi. Je vais le dire. Personne ne va m'en empêcher. Moi, le dire, moi. Ayez pas peur. Ici, Beton. C'est pas moi. Hein. Jamais je tuerai de petite fille. Hein. Jamais, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je l'avais jamais vue, moi, la pauvre petite fille. Je la connaissais même pas. Hein. Ni elle, ni sa famille. Il y a des témoins qui prétendent le contraire. J'ai jamais invité un enfant à venir dans la cave. Jamais. La police se trompe. Il se trompe. Je le jure sur les saints évangiles. Vous ne me croyez pas. Vous êtes comme tous les autres. La question n'est pas là, frère Nogaret. Je suis là pour vous défendre. Hein? Il faut que vous me fassiez confiance. Si je n'ai pas pu vous convaincre, comment est-ce que vous allez faire pour me défendre? La preuve de la couronne ne repose sur rien. Moi, c'est ce que je vais démontrer. Je ne suis pas un assassin, maître Gendron. J'aime les enfants, moi. Tous les enfants. Jamais je pourrais leur faire du mal. C'est votre silence et votre calme qui vont parler pour vous, frère Nogaret. Vous devez éviter d'exprimer quoi que ce soit qui serait mal interprété par le jury. Hein? Vous m'entendez, là? Êtes-vous certain qu'il est nécessaire d'engager un autre avocat? Maître Gendron est un grand criminaliste de Montréal. Le meilleur. J'ai absolument besoin de la collaboration d'un expert. Si le frère Nogaret est trouvé coupable, c'est toute la communauté qui en souffrira. Vous connaissez Si votre j'avais travail. tué la petite fille, j'aurais pas mis le sac dans la cave. Hein. Je vais là tous les jours. Je m'en serais débarrassé. C'est pas les occasions qui manquent. Hein. Moi, je veux bien vous croire. Mais c'est pas moi qu'il va falloir convaincre, frère Nogaret. C'est le jury.
Albert Nogaret, frère convert, handicapé par une surdité sévère, est formellement accusé du meurtre de la petite Simone Caron. Nous sommes en 1931, les meurtres d'enfants sont très rares. Dans la petite localité de Pointe-aux-Trembles, la population bouleversée réclame que justice soit rendue. Madame Caron, les questions que je vais vous poser vont être pénibles, mais c'est mon devoir de vous les poser. Êtes-vous prête? Oui. Êtes-vous certaine que le corps retrouvé à l'Académie Roussin est bien celui de votre petite-fille, Simone Caron? Oui, c'est bien ma petite Simone. Vous n'avez aucun doute? Vous demandez à une mère de reconnaître sa fille, monsieur. J'ai reconnu ses cheveux. J'ai reconnu ses petites mains. J'ai reconnu ses petites jambes. Je l'ai mis au monde. Je l'ai regardé grandir. Passer. Ma petite Simone. Madame Caron, reconnaissez-vous ceci? C'est le tissu de sa robe. La petite, elle l'avait choisi elle-même. C'était la première fois qu'elle portait cette robe-là. C'est juste un bout de tissu pour vous autres, mais pour moi, c'est... Moi, j'y touche, puis... C'est elle que je vois. C'est ma petite fille. Le jour où elle s'est fait tuer. Je sais que ce que je vous demande est difficile, Madame Caron, mais... Non, vous savez pas. C'est bien sûr que c'est Simone. Vous avez pas besoin de me montrer ça. Puis la police avait pas d'affaire à demander à mon mari de regarder dans le sac. Vous devriez nous aider un peu. Pour le reste, il me semble qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Monsieur Caron, pouvez-vous dire à ces messieurs du jury quand vous avez vu votre fille pour la dernière fois? Au dîner, le jour où elle a disparu. Le 10 juillet? C'est ça. J'y ai donné 5 cents pour qu'elle s'achète des bonbons. On a dîné. Je suis retourné à l'ouvrage vers 1 heure. Elle est sortie en même temps que moi. Elle est partie sur son bar, moi du mien. Je l'ai plus jamais revue après ça. Et savez-vous où elle allait? Elle avait l'habitude de se rendre au restaurant, s'acheter des bonbons. À quelques rues de la maison. Ces scènes-là. Est-ce que tu allais des fois chercher des bonbons avec ta sœur Simone? Oui. Souvent. Ma sœur, elle était bien gourmande. Par où vous passiez pour aller au restaurant? On passait par la cour du collège. Ou par en avant. Par la rue Notre-Dame. As-tu déjà eu connaissance que le frère Nogaret ait parlé à ta petite sœur Simone? Oui. Le frère, il lui disait... Viens chercher une belle pomme, ma petite fille. Il lui a dit plus qu'une fois. Et est-ce que ta sœur est allée chercher la pomme? Non. Jamais. Pourquoi elle n'est pas allée? Elle disait qu'elle avait peur de se faire pogner. Et où se tenait le frère Nogaret lorsqu'il invitait ta sœur? Juste devant la porte de la cave. Docteur de Rome, à quand établissez-vous le moment de la mort de la petite Simone Caron? Le moment de la mort peut être établi de manière assez précise à cause de l'état avancé de décomposition et de la présence de mouches. De mouches, docteur de Rome?
Les mouches à viande, oui, celles que tout le monde connaît. Elles déposent leurs œufs qui deviennent des petits vers et ces petits vers forment une sorte de pulpe. Comme tout ça était sur le cadavre et que ce cycle prend un temps assez précis, on peut en déduire qu'entre la mort et la découverte de la victime, il s'est écoulé 2 à 3 mois. Et qu'est-ce qui a causé cette mort? L'enfant a reçu 2 coups de couteau. L'un juste ici, entre la 4e et la 5e côte, et un autre là, au niveau de l'estomac. C'est le coup à l'estomac qui a tué, provoquant une hémorragie. Docteur de Rome, je vous montre ces couteaux. Ils ont été retrouvés dans la chambre de l'accusé. Les blessures que vous avez pu observer peuvent-elles avoir été causées par l'un de ces couteaux? Celui-ci a tout de suite retenu mon attention. Il a une lame très particulière qui se poursuit jusque sur le dos du couteau. Vous remarquerez que la côte de l'enfant a été fissurée par le dessous. Une telle blessure peut difficilement être provoquée par un couteau ordinaire. Par contre, la lame recourbée... Excusez-moi, docteur de Rome. Je crois qu'un exemple concret vous aiderait à mieux comprendre. Venez. Voilà. La pointe du couteau a exercé une pression sur l'os, comme ceci, et l'a troué dans sa partie inférieure. De plus, si vous regardez attentivement, vous verrez que la taille de la blessure et la profondeur correspondent tout à fait à la largeur de la lame de ce couteau-ci. Mais il a violé ma petite fille! Dites-le donc qu'il l'a violée! Enlevez-lui son chapelet, puis pendez-les donc tout de suite! Je suis arrivé à l'académie le 18 septembre dans l'après-midi pour faire enquête. Je soupçonnais personne en particulier. Je cherchais ceux qui pouvaient avoir accès à la cave. Et c'est à ce moment que vous avez décidé d'interroger l'accusé. C'était lui le responsable de la cave. Ça n'a pas été long que j'ai senti que cet homme-là était pas net. Et qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Son comportement. Il avait une attitude de coupable. Je lui ai dit qu'on avait retrouvé des empreintes digitales. Alors il me dit que les empreintes, ça pouvait bien être les siennes parce qu'il avait touché au sac. Il avait touché au sac? Oui. Alors je lui ai dit que c'était sur le corps qu'on avait trouvé des empreintes, pas sur le sac. Qu'a-t-il répondu? Qu'il avait touché au corps. Messieurs les jurés, l'accusé avoue avoir touché au corps. Et que s'est-il passé par la suite? Là, il s'est lancé dans des explications. Il a touché au sac 3 fois. Je lui demande pourquoi. Il me répond que des rats avaient bouché un trou dans la cave et qu'il devait descendre dans le cabanon pour inspecter. Dans le cabanon, il aurait buté sur le sac, dans le noir. Il y aurait touché en voulant le déplacer. Et l'accusé ne s'est pas posé de questions sur le contenu du sac? La première fois, il a cru que c'était des navets. La deuxième fois, des claques. Des navets, des claques? C'est pas tout à fait la même chose. Et qu'avez-vous fait par la suite? Le lendemain matin, je suis revenu au collège. J'ai fouillé la chambre de l'accusé. J'ai trouvé un couteau sous le lit, un autre dans le tiroir du bureau et 2 autres dans une commode. Je les ai remis au docteur de Rome pour expertise. Et est-ce que d'autres indices sont venus s'ajouter à votre enquête? J'ai reçu une lettre. Une lettre qui a fort probablement été écrite par l'assassin. Ah, comment pouvez-vous affirmer ça? Avec la lettre dans l'enveloppe, il y avait une bague. La bague de la petite. Sa mère l'a identifiée. Cette bague-ci, marquée d'un S? Exactement. C'était sa bague de première communion. L'enfant la portait le jour de sa disparition. Et voici, messieurs les jurés, la lettre en question. Je vous ferai remarquer qu'elle a été écrite à l'endos d'une enveloppe découpée. Une enveloppe bleue d'un côté et blanche de l'autre. Bien. Maintenant, pouvez-vous lire à la cour le texte de cette lettre, s'il vous plaît? Mon meurtre a été commis dans une grange près de l'école et j'ai déposé le cadavre dans la cave. Le couteau que vous avez trouvé n'est pas l'instrument du crime. C'est avec des ciseaux que je l'ai tué.
Lâchez ce frère qui est aussi innocent que la neige qui commencera à tomber sur les toits. J'envoie la bague de ma victime. Si tu ne le crois pas, montre-la à ses parents. J'ai remis le cadavre dans cette cave pour avoir le temps de m'enfuir. C'est l'assassin qui t'écrit. Le témoin est à la défense. Monsieur Jargaille, vous affirmez donc, avec certitude, que la lettre a été écrite par l'assassin. La bague jointe à la lettre le prouve. Cette lettre, comment vous est-elle parvenue? Par la poste, dans le courrier ordinaire. L'enveloppe a été postée de Montréal 2 jours avant. Pouvez-vous nous dire où se trouvait le frère Nogaret, précisément ce jour où la lettre a été postée? Il était à la prison de Bordeaux. Est-ce que les détenus ont accès au service de la poste? Toute correspondance est formellement interdite. Lorsque vous avez reçu la fameuse lettre, n'avez-vous pas pensé qu'elle disculpait le frère Nogaret? Je ne comprends pas la question. Maître Gendron, quelle est votre question? Cette lettre signée de la main de l'assassin a été envoyée de Montréal. Or, il est impossible que ce soit le frère Nogaret qui ait envoyé cette lettre. Alors, inspecteur Jargaille, ma question est la suivante. Cette lettre ne vous a-t-elle pas fait soupçonner d'autres personnes? J'ai surtout cherché une grange. Une grange. Vous avez longuement parlé du comportement étrange de M. Nogaret. Comportement qui a éveillé vos soupçons à son endroit. N'y avait-il pas d'autres personnes qui avaient, disons, un comportement aussi étrange? Je ne vois pas. Une personne qui travaillait avec le frère Nogaret? Un certain Monsieur Godon? Si mon confrère a l'intention de dénigrer un témoin de la couronne, je m'y objecte avec force. Maître Gendron, posez votre question. Votre Seigneurie, ce que je cherche à savoir, c'est si la police a fait son travail, qui est d'enquêter sur tous les suspects plausibles. Cette lettre disculpe mon client. La police aurait dû poursuivre son enquête. Dois-je vous rappeler, Maître Gendron, que le travail de la police n'est pas en cause. Le procès ici en cours est celui de M. Nogaret. C'est à cela que vous devriez vous en tenir. Monsieur Charpentier, quelles sont vos fonctions à la prison de Bordeaux? Je suis gardien, je surveille le parloir pendant les visites. Et en octobre dernier, est-ce que l'accusé a reçu des visites? Oui, l'avocat là-bas est venu le voir, Maître Jean. Et avez-vous remarqué quelque chose de particulier cette journée-là? Oui, ils se sont passés des papiers. Je me souviens, un des papiers était magané d'un côté. Il y avait comme un V, un genre d'échancrure, une affaire de même. Avez-vous remarqué d'autres caractéristiques à ces papiers? J'ai remarqué aussi que le papier était blanc d'un côté et bleu de l'autre. Je l'ai remarqué parce que c'est rare qu'on voit des papiers de deux couleurs. Blanc d'un côté et bleu de l'autre. Comme la fameuse lettre d'aveu. Je m'objecte avec force! J'ignore où mon confrère veut en venir, mais mon intégrité ne peut en aucun cas être mise en doute. Je pratique le droit depuis plus de 18 ans à Pointe-aux-Trembles. J'ai l'insigne honneur d'être conseiller du roi. La couronne va trop loin. Elle insinue que j'ai commis un acte absolument illégal. Je lui demanderai d'en venir aux faits. Votre Seigneurie, Monsieur Charpentier, ici présent, a été témoin d'un acte qui ne peut être tenu sous silence. Maintenant que ce fait a été porté à l'attention du jury, je laisse le témoin à la défense. Monsieur Charpentier, les prisonniers, est-ce qu'on les fouille à la prison? Bien sûr. Les visiteurs aussi, on les fouille? Oui. Quel est le règlement en ce qui concerne les visites? C'est défendu de passer quoi que ce soit aux prisonniers. Pas même une allumette. Si vous êtes témoin d'une infraction à ce règlement-là, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, je dois aviser le directeur de la prison. Est-ce que vous l'avez fait dans ce cas-ci? Mais c'est que j'ai pas vraiment vu un échange de papiers. J'ai vu qu'ils avaient des papiers. Non, tout à l'heure, vous aviez parlé d'échange. À ma connaissance, le témoin a dit avoir vu des papiers. Rien de plus. Donc, vous n'avez pas jugé bon d'avertir les autorités de la prison? Mais je l'ai fait. Ah oui? Quand ça? Lundi passé. Lundi passé? 6 mois après l'événement. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps? Ben, je sais pas, moi. Ça m'est revenu. Ah!
Dites-moi, est-ce que vous avez parlé de cet événement-là à quelqu'un d'autre? À l'inspecteur Jargaille. Est-ce que monsieur l'inspecteur Jargaille vous a parlé d'une lettre avec un côté bleu, un côté blanc? Oui. Est-ce qu'il vous a montré la lettre? Les-en au fait, maître. Est-il possible, monsieur Charpentier, que l'inspecteur Jargaille vous a influencé dans votre témoignage? Maître Gendron, veuillez, je vous prie, cesser de harceler le témoin. Votre Seigneurie, étant donné la gravité des accusations portées contre mon collègue, je demande à ce que Maître Jean puisse témoigner. Jamais, en aucun temps, je n'ai eu en ma possession de papier bleu et blanc. Et un papier avec une telle échancrure? Jamais, au grand jamais. Lorsque je suis allé à la prison, j'avais 2 livres et des documents qui appartenaient à l'accusé. Je les lui faisais examiner. Comme l'accusé éprouvait beaucoup de difficultés à répondre, je prenais des notes sur ce cahier que j'ai ici. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Votre honneur, c'est pour mettre les choses absolument claires. Vous avez d'autres questions, maître Bertrand? J'ai terminé, votre honneur. Merci, maître Jean. C'est pas correct ce qu'ils ont fait. Pourriez-vous répéter et parler un peu plus fort, s'il vous plaît? C'est pas correct ce qu'ils ont fait. Monsieur Godon, est-ce que vous êtes malade? Je suis faible, mais pas malade. C'est parce qu'on a voulu me faire passer cette affaire-là sur le dos. Ça m'a rendu malade. De qui parlez-vous, monsieur Godon? Du frère infirmier. Il disait qu'il savait des affaires sur moi, puis qu'il me ferait condamner. De quoi parlait-il? Il est venu me voir un soir après le souper pour me dire sur un ton bien rough. Rappelle-toi que tu t'es blessé la main au mois de juillet, toi. Je me suis juste foulé la main en charroyant une poche de patate. Puis il m'a dit qu'il avait envoyé une lettre sur moi. Une lettre qui disait que c'était moi qui l'avais tué. Mais c'est pas vrai, ça. On vous accusait donc d'avoir tué la petite Caron. Il arrêtait pas. Puis là, le frère, il m'a dit que ça serait mieux que je prenne du poison, que c'était mieux de même. Moi, j'en pouvais plus. Ça fait que j'ai tout bu la bouteille d'iode, puis je voulais mourir. Puis je voulais pas que vous me punissiez pour ça. Mais calmez-vous, monsieur Godon. La Cour est là pour vous protéger. Vous n'avez rien à craindre. J'ai passé bien proche de la mort. Mais là, il n'y a rien qui va m'empêcher de le dire, ce que je sais. Et que savez-vous, monsieur Godon? J'ai vu le frère avec une poche. C'est de ça qu'il avait peur, que je le dise. Vous avez vu le frère Nogaret? Oui, je l'ai surpris. Il transportait une poche de patates dans la cave à l'académie. Puis là, il me criait après, il m'a dit « T'es pas supposé être là, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? » Moi, j'ai pas répondu. Je suis parti. Et qu'a-t-il fait avec la poche? Il l'a jeté dans le cabanon aux légumes. La même place où on a retrouvé la petite fille. Le témoin est à la défense. Monsieur Godon, vous souvenez-vous de la journée du 2 juillet 1931? Non. Et celle du 10 juillet? Oui. Celle-là, je m'en rappelle. C'est cette journée-là que je me suis foulé la main. Ah. Comment expliquez-vous que vous vous souveniez particulièrement de cette journée, qui est, je me permets de le rappeler au jury, celle de la disparition de la petite Simone Caron? Je sais pas. À cause de ma foulure, peut-être. N'est-ce pas à partir du 10 juillet, M. Godon, que vous avez commencé à pleurer dans votre chambre? Non, c'est après que j'ai pleuré. Après le 10 juillet. À quel moment est-ce que vous avez appris la disparition de Simone Caron? Je le sais plus, moi. Ah bon? Pourtant, vous aviez l'air bien intéressé à cette histoire. Je crois que vous aviez l'habitude de découper les articles de journaux concernant cette affaire, non? Je les découpais pour les montrer à mes parents. Ça m'intéressait. Ça se passait par chez nous. Ah bon? Et c'est pas parce que vous connaissiez la victime que cette histoire-là vous intéressait, M. Godon? Je la connais. Je
Je la connaissais pas, j'y ai même jamais parlé. Puis ses parents, monsieur et madame Caron, vous leur avez jamais parlé non plus? Comment voulez-vous que je le sache? Je me rappelle pas de tout le monde à qui je parle, moi. Ah bon? Simone Caron, vous l'avez peut-être oublié aussi? Maître Gendron, je vous demanderai d'en venir aux faits, s'il vous plaît. Je veux savoir si M. Godon a eu des rapports avec la victime. Selon moi, il a déjà répondu à cette question. Dans ce cas, passons au harcèlement dont vous dites avoir été la victime. En avez-vous parlé à vos parents? Non. Avez-vous parlé à quelqu'un du fait que vous ayez surpris le frère Nogaret dans sa cave? Non. À votre frère? À vos parents? Maître Gendron, dois-je vous rappeler que cet homme est malade? Vous harcelez le témoin. Mon Dieu. La séance est ajournée pour 15 minutes. Jamais, au grand jamais, je ne l'ai poussé au suicide. C'est absurde. Vous lui avez quand même dit avoir certains doutes à son endroit. Ce n'est pas d'hier que nous avons des soupçons sur lui. Godon est anormal dans ses affections sexuelles. Ça n'en fait pas un assassin pour autant. Non. Mais ne trouvez-vous pas bizarre qu'après la disparition de la petite Caron, Godon ait attenté plusieurs fois à ses jours alors qu'il n'avait jamais rien fait auparavant? Je dois aussi vous dire que Nogaret... Monsieur Godon, j'aimerais, si vous le voulez, qu'on parle un petit peu de votre tentative de suicide. D'accord? Vous maintenez toujours que c'est le frère infirmier, le frère Rosaire, qui vous y a poussé? Oui, monsieur. Il disait tout le temps, « Pauvre Godon, tu vas aller faire un tour à Bordeaux. » Ça fait qu'un après-midi, je suis allé à la confesse. Après, je suis allé m'acheter le poison à la pharmacie. Ensuite, je me suis enfermé dans la cave à l'académie. Et puis c'est là que vous avez écrit une note. Oui. Oui, je voulais que tout le monde le sache. Ça fait que j'ai écrit sur une enveloppe, « Je suis pas coupable, bon. » De quelle couleur était cette enveloppe? Elle était blanche, me semble. Est-ce que je peux vous rafraîchir la mémoire, M. Godon? N'était-elle pas bleue à l'intérieur? Je m'en rappelle pas, j'étais trop énervé. Et où se trouve cette enveloppe aujourd'hui? Vous savez pas. Mais pourtant, la Cour a besoin de voir cette note. C'est pas moi qui l'ai perdu. L'inspecteur, il est venu à l'hôpital, il l'a pris. Puis là, il l'a perdu. Là, vous êtes en train de nous dire que c'est l'inspecteur Jargaille qui a perdu l'enveloppe. C'est extrêmement regrettable, ça, M. Godon. C'est extrêmement regrettable. La séance est ajournée. Nous entendrons la défense demain matin. Ouais. C'est beau à voir, ça. L'inspecteur chargé de l'enquête qui perd des preuves. Pas besoin de monter sur vos grands chevaux. Des erreurs, il y en arrive tous les jours. Tout autre que moi, on arriverait presque à la conclusion que c'est un coup monté par la police. Oh, coup monté pour coup monté, Maître Gendron. Je vous rappelle que les frères ont eu plusieurs occasions de se concerter. Personne n'a le droit de raconter ce qui s'est dit lors de ces réunions secrètes chez le frère directeur. Pourquoi ce silence imposé à tout le monde à l'Académie? C'est curieux tout ça, vous trouvez pas? Godon, dans le box des accusés, à la place de Nogaret, ça ferait sûrement l'affaire du frère directeur, non? Voyons donc, ils sont quand même pas tous complices dans cette affaire. Messieurs les jurés, dans tout autre procès, la défense aurait fait comparaître de nombreux témoins qui seraient venus nous dire, les uns après les autres, que tel ou tel fait ne tient pas. Mais dans ce procès-ci, ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la couronne n'a pas de preuves. Aucune. Le détective Jargaille trouvait que Nogaret avait une attitude de coupable. C'est pas une preuve, ça. Le jeune Roger Caron nous rapporte que Nogaret offrait des pommes aux enfants. Est-ce qu'on va maintenant soupçonner tous ceux qui offrent des gâteries aux enfants? J'ai une vieille voisine, moi, qui fait la même chose tous les jours dans un parc près de chez moi. J'ose espérer qu'elle ne croise pas, d'ailleurs, le détective Jargaille lors d'une de ses prochaines enquêtes. Ou pire encore,
mon savant confrère. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que tous les deux, ils ont le soupçon un peu facile? Ce qui n'est pas du tout facile pour le pauvre accusé dans la boîte. Un homme, messieurs, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Alors, que reste-t-il donc de la preuve de l'accusation? Godon. Godon. C'est un témoin crédible, ça. Ah, mais oui, mais oui. Un témoin très solide. Tout ce qu'il faut pour envoyer un homme à l'échafaud. Il dit qu'il a vu Nogaret transporter une poche de patates dans la cave de l'Académie. Mais c'est pas une preuve, ça. Nogaret a la charge de la cave aux légumes. Et moi, ce qui m'étonne davantage, c'est que ces deux messieurs, aux soupçons si faciles, ne se soient pas posé certaines questions à son égard. Car à partir du 10 juillet, jour de la disparition de la pauvre petite Simone Caron, Godon manifeste un comportement de plus en plus étrange, bizarre même. Il collectionne les articles de journaux par rapport à cette affaire, il se met à pleurer, il se dit harcelé au point de commettre une tentative de suicide, mais il ne parle de tout cela à personne. Que restait-il alors? L'arme. Un couteau. Retrouvé dans la chambre de Nogaret. Chambre ouverte à tout venant, d'ailleurs. Les ouvriers en profitaient pour entreposer leurs outils. N'importe qui aurait pu saisir ce couteau, aller commettre son crime et le remettre ensuite à sa place. Non, non, messieurs. La seule preuve véritable de cette cause, c'est la lettre. Et qu'est-ce qu'elle prouve, cette lettre? L'innocence de l'accusé. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, ni celui de cette cour, en vous expliquant en long et en large l'accusation farfelue que la couronne a portée contre mon honorable collègue, Maître Jean. Une accusation même pas assez solide pour qu'on se donne la peine de la réfuter. Non, nous avons autre chose à faire ici. Nous avons à relâcher un innocent. La justice se fie à vous pour retourner cet homme à ses devoirs religieux dont il a fait vœu et dont jamais, jamais, on aurait dû le retirer. Messieurs, avec tout le respect que je dois à mon éminent collègue et à l'esprit qu'il s'est manifesté dans la défense d'une cause désespérée, je dois avouer qu'il va décidément trop loin, notamment en n'hésitant pas à entacher la réputation d'un homme qui n'a rien à faire avec ce meurtre. Un homme que l'on a cherché à faire taire. Un homme qui a le courage de se présenter devant cette cour et de faire éclater la vérité. Oui, M. Godon est un homme malade, sensible. Mais M. Godon est un témoin crédible qui ne s'est jamais contredit. La défense prétend que la preuve ne repose sur rien. Un couteau à la pointe très particulière qui correspond à l'arme du crime est retrouvé dans la chambre même de l'accusé. Un témoin crédible qui a vu l'accusé transporter et lancer une poche de patates exactement là où on a retrouvé le corps de Simone Caron. L'accusé qui, dans une déclaration remplie de contradictions, avoue lui-même avoir touché le corps de la petite Simone. Mais que vous faut-il de plus? Des belles phrases comme celles de mon savant collègue? Je n'en ferai pas, car je n'ai pas besoin d'en faire. Je vous ai présenté une preuve solide. Et il me faudra plus que des belles phrases ou tout l'esprit du monde pour me convaincre qu'elle ne tient pas. Merci, messieurs. Une preuve circonstancielle repose sur la notion de doute. Et vous devrez en tenir compte dans vos délibérations. Mais laissez-moi d'abord vous préciser ce qu'est le doute. Un doute,
C'est une certitude qui en détruit une autre. Alors, quelles sont nos certitudes dans cette affaire? C'est dans la cave de l'Académie Roussin que la petite Simone Caron a été retrouvée. L'accusé a été vu en train d'attirer cette petite dans la cave en lui offrant des pommes. Une autre chose dont on est sûr, c'est que Nogaret avait charge de cette cave. Comment expliquer alors qu'il ait toléré un sac de choux pourris, alors que son travail, justement, était de garder cette cave en ordre? Quant à la lettre qu'a reçue l'inspecteur Jargaille, on ignore qui l'a écrite et qui l'a envoyée. Il ne faut donc pas en tenir compte. Ce n'est pas une certitude. Cet élément ne fait que détourner l'attention. Votre jugement doit être basé sur des certitudes. Ne vous laissez pas distraire par le reste. Messieurs du jury, quel est votre verdict? Nous déclarons l'accusé coupable, mais nous demandons la clémence de la Cour, Votre Honneur. Albert Nogaret, avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce votre sentence? Albert Nogaret, vous êtes reconnu coupable du meurtre de Simone Caron. Je vous condamne donc à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Que Dieu ait pitié de votre âme. Un autre procès? Oui. La Cour d'appel a reconnu que le juge Wilson avait influencé le jury. De plus, il y a eu vice de procédure puisque les jurys avaient demandé la clémence de la Cour. Ce que nous avons fait valoir à la Cour d'appel, c'est que les jurés voulaient d'une part vous trouver non coupable, mais ne voulaient pas d'autre part aller à l'encontre des directives du juge. La demande de clémence, c'était un compromis. Je ne vais pas être pendu. Pour ce nouveau procès, la preuve présentée par la couronne n'a pas changé. Les mêmes témoins viennent dire à peu près les mêmes choses. Par contre, la défense, connaissant d'ores et déjà les détails de la stratégie de la couronne, détient un net avantage et présentera de nouveaux éléments. Je jure. Frère Joséphus, à l'été de 1931, vous étiez un frère directeur plein de projets. À l'époque de la disparition de la petite Simone Caron, n'aviez-vous pas entrepris divers travaux de rénovation? Parfaitement. J'avais demandé que l'on aménage la cave afin qu'elle soit plus fonctionnelle. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui circulaient. Oui, certainement une bonne vingtaine. Est-ce que ces ouvriers avaient accès à la cave? Bien sûr. En fait, tout le monde pouvait aller à la cave sans restriction. La serrure était brisée. On l'a réparée en septembre seulement. Frère Rosaire, à l'Académie, vous occupez le poste de chef infirmier. Quelles sont vos fonctions? Je soigne les gens, je les aide à guérir. Vous arrive-t-il de sauver des gens de la mort? Ah, mais je suis pas médecin quand même. Il ne vous est jamais arrivé de sauver quelqu'un d'une mort certaine? Mais oui, je dirais que j'ai sauvé M. Godon quand il a essayé de se suicider. C'est moi-même qui l'ai conduit à l'hôpital quand je l'ai trouvé inconscient dans la cave. Ce même Godon qui vous accusait de l'avoir poussé au suicide? J'ai jamais voulu qu'il se suicide. Dieu me garde d'avoir de si terribles pensées. J'avais des doutes sur lui, à cause de la foulure qui s'est faite le 10 juillet. Ça, j'ai toujours pensé que c'était un drôle de hasard. Puis je le pense toujours, mais... Objection! Le témoin n'a pas à nous dire son opinion. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Je m'en souviens très bien. La pauvre petite était couchée sur le bord de la route. Elle avait l'air endormie ou bien malade.
Moi, sur le coup, j'ai pas pensé d'arrêter. L'enfant était seul? Il y avait un homme avec elle. Moi, j'ai pensé que c'était son père, ben non, son grand frère. Pouvez-vous nous donner une description de cet homme? Je peux pas. Non, je m'en souviens pas, non. Mais vous vous souvenez parfaitement de l'endroit où la scène s'est passée? Ah oui, sur la route de la Valtrie. Oui, c'est là que je m'en allais. C'était le 10 juillet. Ah, je m'en souviens bien clair, parce que le 10 juillet, c'était le jour de la fête à ma sœur. Puis c'est là que je m'en allais quand j'ai vu la petite. J'étais pressée, j'étais en retard. Le 10 juillet, le jour de la disparition de Simone Caron. Vous n'avez pas pensé avertir la police? Oh, mais j'ai tout compté au chef de police, hein? Ah, tout de suite, là, dans la minute que je suis revenue de chez ma sœur. Mais vous n'avez pourtant pas témoigné au premier procès de Nogaret. La police m'a rien demandé. Madame Wolfe, lorsque vous sortez sur le balcon avant de votre maison, que voyez-vous? L'Académie Roussin. Ma maison donne sur la cour de l'Académie. Le 25 juillet 1931, soit 15 jours après la disparition de Simone Caron, qu'est-ce que vous avez remarqué de spécial à l'Académie? Très tôt le matin, 2 hommes sont venus dans la cour. Et que venaient-ils y faire? Je ne sais trop, mais je les ai vus traîner une poche du coffre de leur voiture jusqu'à la petite porte qui donne dans la cave. Et là, Madame Wolfe, qu'ont-ils fait? Ils ont lancé la poche en bas dans la cave de l'Académie. Ils ont lancé la poche dans la cave. Ma preuve est terminée, Votre Seigneurie. Je n'ai pas de questions. Messieurs les jurés, nous ajournons ici la séance. Monsieur le Président du jury, je vous inviterai maintenant à nous faire part de votre verdict. Nous déclarons Albert Nogaret non coupable. Albert Nogaret, vous êtes libre. Notre fille est morte. Il doit bien y avoir quelqu'un à quelque part qui l'a tuée. Pour Maître Gendron, cette affaire ne peut se terminer là. La déclaration d'innocence de Nogaret ne lui suffira pas. 8 ans plus tard, la police réouvrira l'enquête sur le meurtre de la petite Caron. Au terme de cette enquête, on portera des accusations contre Antonio Godon. Un procès est annoncé. À titre de procureur de la Couronne, la Cour ne désignera nul autre que Lucien Gendron. Je le savais que j'aurais pas dû parler. Je me le disais aussi. Antonio, ferme ta gueule. Tu vas avoir du trouble. Mais fallait que je sorte ça de ma tête. Elle allait me fendre. Fallait que je le dise. Oui, mais c'est pour le mal que j'ai fait aux frères. Le procès Godon n'aura jamais lieu. Jugé inapte à subir son procès, Godon finira ses jours interné dans un asile psychiatrique et mourra 1 an plus tard.